Merci, merci cher Christophe, merci cher Jérémy. Effectivement, les remerciements agrégés aux remerciements, ça finit par être un peu lourd et redondant, je pense, notamment pour le public. Donc je ferai très vite, mais merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu rendre possible cette belle journée. Vous l'aurez compris, moi je suis un peu le petit poussé, parce que si on regarde bien, nous sommes à Lyon. Il y a des représentants de Paris, de Marseille, de Toulouse, et moi, je viens de Bordeaux, donc National 2 maintenant. C'est effectivement le petit poussé de la table. Je vais simplement essayer de me montrer à la hauteur de ce sujet important, celui de la protection du passager maritime. Sujet important, n'oublions quand même pas que l'une des rares représentations de la mort dans les aventures de Tintin, elle concerne Alonso Pérez et Ramon Bada, qui étaient des passagers maritimes et qui se noient en croyant se disputer le fétiche Arumbaya. Donc on est vraiment sur un sujet absolument fondamental de mon point de vue. Plus sérieusement, encore que peut-être que l'essentiel est dit et que je pourrais presque arrêter mon propos maintenant, ce qui est intéressant avec le découpage de cette matinée, l'air, l'eau et la terre, c'est qu'il montre à quel point le droit de l'Union européenne s'est intéressé à tous les passagers, quel que soit le mode de transport, passager qui est de plus en plus perçu, à tort ou à raison, comme un consommateur. Ces textes, ces règlements s'intéressent parfois à la sécurité, mais ce n'est pas forcément le plus important parce que la sécurité relève finalement assez souvent de conventions internationales. Montréal en aérien ou Athènes en maritime. Alors, conventions qui parfois sont agrégées au droit de l'Union, mais qui ont quand même pour origine une convention internationale et non un règlement. Et l'objectif de ces règlements, surtout en aérien et en maritime, c'est davantage de protéger le passager contre des désagréments que l'on pourrait qualifier de commerciaux, c'est-à-dire retard ou annulation, voire évidemment refus d'embarquement pour l'aérien. Alors sur ces questions, les droits du passager maritime résultent aujourd'hui principalement du règlement 1177-2010 du 24 novembre 2010, qui concerne les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure. Donc le fluvial n'est quand même pas tout à fait oublié. Ce texte, il s'inspire assez largement de deux règlements européens, le règlement 261 sur les droits des passagers aériens et le règlement 1107-2006 sur les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite. Alors, comme j'ai noté que le colloque s'intéressait à des perspectives de réforme et de consolidation, je vous propose de laisser de côté la question des personnes handicapées et à mobilité réduite, parce que finalement, la partie du règlement 1177 qui en traite est difficilement contestable, peut difficilement être remise en question. Il s'agit principalement d'informer ces personnes, de leur rendre les moyens de transport accessibles à ces personnes et puis à ce dont elles ont besoin, si je puis dire, que ce soit des équipements type fauteuil roulant, des animaux, chiens d'assistance par exemple, ou autres. Et ce qui est plus intéressant, ce sont les règles relatives à l'annulation ou au retard. On retrouve ici une très forte inspiration du règlement aérien. J'ai déjà pu écrire plusieurs fois que le règlement maritime, à mon avis, c'est le petit frère du règlement aérien. On retrouve les idées d'information en cas d'annulation ou de retard, d'assistance en cas d'annulation ou de retard, de choix pour le passager entre réacheminement ou remboursement, d'indemnisation en cas de retard à l'arrivée. Je passe rapidement là-dessus parce que finalement il suffit de lire le règlement pour voir un petit peu ce qui est prévu. Simplement, dans la perspective d'une réflexion sur la réforme ou sur la consolidation du règlement, je pense nécessaire de repartir de la jurisprudence parce que finalement c'est bien elle qui fait vivre le texte et qui montre ses forces ou ses faiblesses, ses points forts et ses lacunes.
Et il faut remarquer que si la parenté du règlement 1177 maritime avec le règlement 261 est évidente, en revanche, le règlement maritime suscite beaucoup moins de contentieux. Il y a énormément d'arrêts intéressants en aérien sur le règlement aérien. Il y a très peu d'arrêts intéressants sur le règlement maritime. En réalité, il n'y en a guère qu'un, à ma connaissance. C'est la décision Irish Ferries de la CJUE du 2 septembre 2021. Alors, que s'était-il passé dans cette affaire? La compagnie Irish Ferries avait commandé un ferry qui devait lui être livré le 26 mai 2018 et ce ferry allait être chargé de la liaison Dublin-Cherbourg. Bien. Comme le ferry devait être livré le 26 mai, la compagnie maritime avait décidé d'ouvrir la réservation à l'avance pour les liaisons estivales, ce qui est une pratique tout à fait classique de la part des opérateurs maritimes. Le problème, parce évidemment il y a eu un problème, c'est que le ferry ne lui a pas été livré comme prévu le 26 mai, mais le 12 décembre, c'est-à-dire avec à peu près 200 jours de retard. Et vous comprenez bien que si le ferry lui a été livré le 12 décembre, il était difficile de faire les liaisons estivales avec. L'été suivant, pourquoi pas, mais l'été 2018, c'est un peu plus compliqué. Alors, Irish Ferries avait essayé de respecter ses obligations réglementaires, notamment en notifiant l'annulation aux 20 000 passagers concernés, avec préavis, et leur avait proposé soit le remboursement, soit le réacheminement vers la destination finale. L'autorité irlandaise des transports avait quand même estimé que la compagnie maritime n'avait pas exécuté toutes ses obligations, et c'est ainsi que la justice irlandaise a été saisie et que finalement la CJUE a été saisie de 10 questions préjudicielles relatives au règlement. Alors, je ne vais pas reprendre les 10 parce qu'il y en a un certain nombre qui ont moins d'intérêt pour aujourd'hui. Je m'intéresserai simplement à certaines d'entre elles en précisant tout de suite que quand on lit l'arrêt Irish Ferries, on voit tout de suite la philosophie de la Cour de justice à ce niveau-là. En effet, l'arrêt fait 35 pages. Et le considérant premier du règlement 177, qui nous dit que l'action de l'Union dans le domaine du transport maritime devrait viser, entre autres, à assurer un niveau élevé de protection des passagers, cette citation est utilisée 11 fois dans la décision qui fait 35 pages. Visiblement, ce considérant plaît énormément à la Cour. Alors, parmi les 10 questions et parmi tous ces points importants qui résultent de l'arrêt, je vais m'intéresser à 3 d'entre eux qui me semblent plus critiquables dans l'arrêt Irish Ferries. D'abord, la question de l'indemnisation, ensuite la question des circonstances extraordinaires, parce qu'on les retrouve ici aussi, et puis enfin la question de l'égalité de traitement entre les transporteurs aériens et les transporteurs maritimes. Donc je m'intéresserai à ces 3 questions avec une méthode similaire à chaque fois, c'est-à-dire que nous a dit la Cour de justice et comment on pourrait améliorer le règlement 177 pour avoir une solution un peu plus intelligente que celle de la Cour de justice. Alors tout d'abord, premier point, l'indemnisation des passagers. La question qui était posée à ce sujet à la Cour de justice, elle était assez simple, c'est-à-dire est-ce que l'indemnisation peut se cumuler avec le remboursement ou le réacheminement? Bien. Et la Cour apporte 2 réponses intéressantes ici. La première, c'est de nous dire qu'il est vrai que l'article 19 du règlement ne vise que l'indemnisation en cas de retard, mais que finalement rien ne s'oppose à ce que l'indemnisation soit due également en cas d'annulation. Et elle s'appuie pour ce faire sur le considérant 14 du règlement. Alors c'est une solution qui ne me paraît pas choquante en soi, mais qui est très clairement contestable au regard de la lettre de l'article 19. Parce que l'article 19 ne traite vraiment que du retard, et d'ailleurs s'intitule même indemnisation en cas de retard. Bon.
Et nous fonder cela sur le considérant 14, je veux bien, mais enfin entre un considérant et un article, c'est quand même l'article qui doit prévaloir. Alors même si la solution ne me semble pas choquante, c'est vrai qu'il y a un léger hiatus avec la lettre du texte. La deuxième précision intéressante de la Cour, c'est d'opérer une distinction selon le choix du passager. La Cour nous explique que si le passager opte pour le remboursement du prix du billet, il manifeste sa volonté de mettre un terme au contrat. Donc, pour la Cour, il perd son droit au transport et ne peut prétendre au versement d'une indemnisation. Autrement dit, dès lors que vous optez pour le remboursement du prix du billet, vous n'avez pas droit à indemnisation. Vous n'avez droit à indemnisation que si vous optez pour le réacheminement, parce que là, vous ne perdez pas votre droit au transport. Ce lien ne me semble pas évident, ne me semble pas aller de soi. Alors, c'est vrai que l'article 19 nous dit que le passager peut demander une indemnisation sans perdre son droit au transport, d'accord. Mais l'article 19 ne subordonne pas la première au second. Indemnisation et droit au transport, on ne voit pas bien le lien quand même quand on y réfléchit. Il est donc difficile de comprendre pourquoi finalement le passager qui refuse le racheminement, qui préfère un remboursement, n'aurait pas droit à une indemnisation en plus. Alors il me semble qu'ici la réforme qu'on pourrait proposer, elle serait assez simple. Il s'agirait non seulement d'intégrer expressément l'annulation dans l'article 19, de manière à ce que les choses soient plus claires. Et puis la deuxième possibilité, ce serait de mentionner que l'indemnisation peut être due en cas de remboursement du billet. Je n'ai toujours pas compris le lien que fait la Cour de justice ici. Premier point. Deuxième point, les circonstances extraordinaires. Alors, la Cour de justice devait se prononcer sur ces circonstances extraordinaires. Il faut préciser que le règlement 1177, comme le règlement 261, prévoit cette possibilité d'exonération pour le transporteur. Le texte nous dit que l'indemnisation n'est pas due si le transporteur démontre que l'annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l'exploitation du navire en toute sécurité ou à des circonstances extraordinaires empêchant l'exécution du service de transport de passagers qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. C'est l'article 20.4 du règlement. Alors, vous le savez, et Laurent nous l'a bien dit, c'est une notion qui revient fréquemment en aérien, ces circonstances extraordinaires, qui revient beaucoup plus rarement en matière maritime. Bon, c'est vrai qu'une vis perdue en mer empêche rarement un navire de naviguer, et que je pense que les passagers maritimes mordent moins souvent que les passagers aériens. Encore que je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2020, dans lequel une famille de 26 personnes avait participé à une croisière maritime et 3 d'entre elles avaient été débarquées en raison de leur comportement un peu particulier. Le fils avait uriné sur un passager. Sa mère avait agressé le capitaine à la suite du débarquement du fils et le grand-père avait prêté main forte à la mère en donnant des coups de canne au capitaine. Donc il y a quand même des passagers maritimes qui sont un peu mal élevés, mais on n'a pas d'exemple de morsure en mer. Enfin, du moins, pas devant la jurisprudence. Alors, dans Irish Ferries, la question c'était de savoir si ce retard de plus de 200 jours, donc 6 mois et demi, pouvait constituer une circonstance extraordinaire pour la compagnie maritime. Ici, la Cour reprend la définition qu'elle a dégagée en droit aérien. Exactement la même. Donc, ça désigne les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, les deux conditions étant cumulatives. Et la Cour de justice ne va même pas s'intéresser à la seconde condition, puisqu'elle considère que la première n'est pas remplie. Et comme les deux conditions sont cumulatives, si la première n'est pas remplie, ce n'est pas la peine de se poser la question de la seconde. Elle retient que si la construction d'un navire ne relève pas en principe de l'activité d'un transporteur maritime,
mais de celle d'un chantier naval. Je la cite, « Il n'en demeure pas moins que la commande et la réception d'un navire de transport de passagers constituent des événements certes rares, mais indubitablement inhérents à l'exercice normal de l'activité. Dans le cadre de son activité de transport, le transporteur est amené, parmi les mesures ordinaires de gestion tenant à l'organisation et à l'entretien de sa flotte, à procéder à la commande de navires. » On retrouve ici une inspiration aérienne, ou du moins la même manière de raisonnement, c'est-à-dire que la Cour estime que la gestion de la flotte, que ce soit d'aéronefs ou de navires, relève du transporteur et ne peut constituer une circonstance extraordinaire. Du moins, c'est comme ça que j'interprète l'arrêt sur le décès du copilote. Pour autant, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que le raisonnement soit transposable au maritime. Parce que le maritime, et là je vais vous asséner une vérité qui va, heureusement que vous êtes assis, le maritime, ce n'est pas de l'aérien. C'est dit. Déjà, une flotte de navires ne se gère absolument pas comme une flotte d'aéronefs. Premier point. Second point, la conclusion d'un contrat de construction navale n'est pas, à mon sens, une mesure ordinaire de gestion. Pour la Cour de justice, oui. Moi, j'ai quand même du mal à le concevoir. La construction navale, c'est les chantiers navals. Le chantier construit, le transporteur fait naviguer. Ensuite, troisième argument, est-ce que l'on peut vraiment qualifier de mesure ordinaire de gestion la commande d'un navire qui coûtait 150 millions d'euros? J'aimerais bien faire des mesures ordinaires de gestion de ce genre-là. Bon. Et puis, enfin, la quatrième idée, c'est que il me semble quand même que les circonstances extraordinaires doivent être extraordinaires. Un volcan islandais l'est sûrement. Les Eyjafjallajökull, t'as pas osé le prononcer. Hein, non. Mais un retard de construction de plus de 6 mois, même pour un ferry, il me semble que c'est quand même un peu extraordinaire. Alors, à partir de là, que peut-on proposer? Parce que critiquer, c'est magnifique, mais proposer, c'est mieux. Il me semble que, allons-y franchement, dans le règlement 177, il faudrait supprimer les circonstances extraordinaires. Moi, de toute façon, je ne les aime pas. Donc, je pense qu'il faudrait les supprimer et peut-être reprendre la formulation de la Convention de Montréal, si vraiment on veut s'inspirer des oiseaux de fer. Et dire que le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard, et on pourrait rajouter une annulation, s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. C'est l'article 19 de Montréal. Troisième et dernier point, l'égalité de traitement entre les transporteurs aériens et les transporteurs maritimes. Alors, cette idée, elle vient de l'un des arguments d'Irish Ferries, qui invoquait une rupture d'égalité de traitement entre ces deux types de transporteurs, en remarquant que les transporteurs aériens peuvent échapper au versement d'une indemnité lorsque le passager est informé de l'annulation du vol au moins 2 semaines avant le départ prévu. C'est l'article 5 du règlement 261. Or, cette idée n'est pas prévue par le règlement maritime. Donc, rupture d'égalité. La Cour de justice rejette l'argument. Elle rejette l'argument pour 2 idées. La première, elle nous dit, c'est le paragraphe 143 de l'arrêt, si cela vous intéresse vraiment, elle nous dit que la situation des entreprises intervenant dans le secteur d'activité des différents modes de transport n'est pas comparable. Je suis d'accord. Mais alors, pourquoi, par exemple, reprend-elle sa définition des circonstances extraordinaires en droit aérien pour nous l'appliquer en maritime, puisque ce n'est pas comparable? Bon. Après, vous comprenez l'idée de la Cour, c'est nous dire que ce n'est pas comparable et que donc traiter de manière différente des choses qui ne sont pas comparables, ce n'est pas une rupture d'égalité. La rupture d'égalité, c'est traiter différemment ce qui est comparable. Bon. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument de la Cour, c'est nous dire, je suis sérieux, je ne suis pas en train de vous raconter des cracks, c'est nous dire que la localisation des ports
sous-entendu au bord de l'eau, parce que je crois avoir remarqué que les ports sont souvent au bord de l'eau, la localisation des ports ferait que les désagréments causés aux passagers par l'annulation d'un voyage ne sont pas comparables entre l'aérien et le maritime. Sous-entendu, les passagers maritimes, ils sont au port, c'est loin que par rapport à l'aéroport qui est souvent mieux desservi par rapport au centre-ville, et que donc... En même temps, moi je me dis que si le passager maritime, il est prévenu 2 semaines à l'avance que le navire ne partira pas, il va peut-être pas aller dans le port. Je sais pas. Bon. Donc je pense que le passager ne se rend pas dans le port et qu'à partir de là, finalement, la localisation du port est à peu près indifférente, au moins par rapport à l'aéroport. Donc ici, la réforme que je proposerais, elle serait très simple. Ce serait, pour une fois, de se calquer sur le règlement aérien et de considérer que si le transporteur maritime informe les passagers de l'annulation au moins 2 semaines, ou 3 à la rigueur si on veut faire différemment, mais au moins 2 semaines avant la date du départ, il n'est pas tenu à l'indemnisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Gaël. Alors, cette comparaison est vraiment intéressante parce que tu qualifiais le règlement maritime de petit frère, si j'ai bien compris, du règlement aérien. Et en fait, on n'est pas du tout dans la même échelle. Parce que prendre en charge une 300, allez, on va dire 800, dans le meilleur des cas, passagers en cas d'annulation d'un vol, et prendre en charge 20 000 personnes en cas d'annulation, on va dire, d'un voyage maritime, c'est peut-être pas la même chose. De la même manière, si par exemple le transporteur aérien n'a pas son avion, il peut assez facilement en affréter un nouveau. Le transporteur maritime, ça va être un peu plus difficile de trouver suffisamment d'embarcations. En revanche, c'est aussi intéressant de souligner cette application sectorielle des règlements, parce que vous l'avez tous constaté, la Cour de justice va toujours préciser au sens du règlement un tel, la notion. Et effectivement, alors qu'on a les mêmes principes qui s'appliquent et les mêmes notions qui s'appliquent, comment est-ce que l'on doit, en quelque sorte, comme le ferait un juriste français, dégager une notion globale? Par exemple, est-ce qu'en aérien, on lit remboursement et indemnisation? Est-ce que, tu as répondu à la question, la notion de circonstances extraordinaires devrait-elle être interprétée différemment? Enfin, merci encore d'avoir rajouté un nouveau principe, parce qu'on a eu le principe d'effectivité, on a le principe d'égalité de traitement, et on voit à quel point le droit européen est un droit qui est dicté par des principes généraux. Je crois qu'il ne faut pas que l'on, voir le droit européen à la lumière du droit français. C'est un raisonnement qui est complètement différent, et un des intérêts du droit des transports est de permettre d'aborder l'étude du droit européen. Alors, je m'excuse auprès de mes collègues si j'ai été trop exigeant sur les délais. Maintenant, ça nous permet quand même de laisser du temps pour la discussion, et je serai très heureux de laisser la parole à la salle si vous avez, s'il vous plaît, des questions. Pensez à eux, je les ai frustrés dans leur développement, je serai tellement heureux de répondre à vos questions. Mais dans ce cas-là, je vais lancer la première question. Et la première question, c'est... je ne suis pas sur mute, là. Moi, je t'entends bien, mais je suis à côté. Donc, oui, il faut le compter. Vous m'entendiez ou pas? Bon. La première question, c'est est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un requiem pour les circonstances extraordinaires à l'heure actuelle? Parce que si on voit les nouveaux, si on voit les intitulés, les considérants des règlements, on va trouver par exemple les circonstances météorologiques, on va trouver on va trouver les événements naturels, et ça me paraît quand même être totalement en opposition avec l'interprétation de la Cour de justice.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, de volonté législative de revenir sur l'interprétation de la Cour de justice et d'étendre les causes d'exonération des transporteurs? Par exemple, Laurent. Alors là, merci pour cette question vraiment très intéressante. Je pense que là, on est vraiment déjà dans une opposition sur laquelle on a un peu de prise, c'est-à-dire l'opposition entre le législateur européen et la CJUE. Parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on parlait de maîtrise dans nos deux règlements, si je puis dire, on ne maîtrise pas la CJUE, c'est-à-dire qu'elle nous surprend quand même toujours, et j'ai bien l'impression que même si réforme il devait y avoir, il faudrait être très prudent sur la portée de la réforme tant que la CJUE ne serait pas prononcée. Quand tout à l'heure je prenais l'exemple de la grève est visée dans le règlement. Alors, elle est peut-être mal visée, ça c'est un autre débat. Mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, la CJUE fait un peu ce qu'elle veut. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître très péjoratif, mais en réalité, ça ne l'est pas nécessairement. Mais c'est-à-dire que c'est tout le problème des textes. C'est-à-dire que les textes sont relativement courts. Et comme tu l'as parfaitement dit, Gaël, sur Irish Ferries, on est sur 35 pages. Et sur les derniers arrêts sur les vis cachées, on est aussi sur des arrêts extrêmement longs, extrêmement détaillés. Alors, vous l'avez compris tout à l'heure, quand je vous disais, je fais référence à la publication écrite, parce que, très simplement, j'ai, pour tout vous dire, près de 20 pages écrites, et je ne peux pas vous en faire part aujourd'hui. Mais donc je remercie d'ailleurs Jérémy de nous donner la possibilité d'écrire largement, ce qui est un choix. Donc pour répondre vraiment à la question, je pense sincèrement que les arrêts sont d'une telle densité, avec plusieurs, sur les arrêts, par exemple sur les vis cachées, la Cour renvoie aux mesures raisonnables, elle renvoie aux mesures préventives, elle renvoie à l'interprétation que vont devoir faire les juridictions de renvoi. Et j'irais même jusqu'à me demander si la Cour ne se cache pas un peu, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que la Cour dit, par exemple, je n'ai pas eu la possibilité de vous le lire, mais elle dit, c'est très bien que le transporteur aérien ne mette pas en jeu la sécurité, on va quand même pas lui reprocher de ne pas avoir fait décoller le vol alors qu'il y avait un doute sur la fiabilité de la jauge de carburant. On parle quand même de la jauge de carburant, c'est quand même pas un élément anodin. Elle dit cela, et en même temps, elle dit, mais il va quand même falloir démontrer si... mais elle dit, donc, bravo le transporteur, vous avez bien fait. Donc, c'est une circonstance extraordinaire. Mais il faudra quand même que le juge qui va devoir l'apprécier in concreto recherche s'il n'y avait pas des moyens de pallier à l'impossibilité d'utiliser l'appareil. Et donc, on peut pressentir qu'on a reconnu la circonstance extraordinaire, parce qu'on ne peut pas, nous, CJUE, dire on va mettre la sécurité après le confort du passager qui doit partir, mais je demande quand même à la juridiction de renvoi de se poser la question. Et donc, si tu veux, j'ai moi le sentiment qu'aujourd'hui, je ne sais pas si finalement une réforme, je parle vraiment des mots, aurait un impact sur les solutions. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il faut le faire. Parce que on voit bien déjà, parce que le règlement a 20 ans et on est sur alors ça, à l'image, si on compare ça au Code civil, évidemment, ça fait sourire. 20 ans, c'est très, très jeune, mais c'est aujourd'hui déjà très vieux en aérien, parce qu'on a des problématiques nouvelles qu'on n'avait pas forcément en 2004. Et c'est même avant 2004, puisqu'en fait, les travaux sont antérieurs, bien sûr. Donc, je ne sais pas, si tu veux, si on peut parler de requiem. Je me dis qu'il y a quand même des situations dans lesquelles la Cour semble donner la possibilité d'une ouverture vers les transporteurs. Et en même temps, quand on lit les arrêts, très longs, je pense qu'il y a aussi des... Alors, on ouvre d'un côté et on donne des possibilités de fermer de l'autre. Et donc, je ne suis pas certain qu'une réforme puisse nécessairement changer la donne, peut-être sur quelques situations, mais il faudrait vraiment être très précis. Et donc, la réforme, à mon avis, a un intérêt, qu'on n'en doute pas, elle a un intérêt. Sur le plan des circonstances extraordinaires proprement dit, je pense que notre ami Xavier va encore écrire beaucoup et longtemps, parce que
même si réforme il y a, je ne suis pas certain que ce ne soit pas un point d'achoppement entre le législateur européen et la CJUE. Après, les temps changent, tout peut changer. Mais je pense qu'on pourrait refaire ce colloque avec peut-être un autre intitulé si réforme il y a eu, mais dans quelques années, et que le constat sera encore que la CJUE peut nous surprendre. Gaël l'a montré, il y a point de points sur lesquels l'argumentation de la Cour est pour le moins surprenante, voire déroutante. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais Merci beaucoup. Justement, j'allais observation. Si, merci Christophe. Si on observe la jurisprudence, deux brèves observations. Il y a toujours un yo-yo dans la jurisprudence. J'avais écrit il y a quelques années un article du flux au reflux. Et là, la tendance, en fait, les trois derniers arrêts de la CJUE, c'est quelque chose, avant qu'on dise le tribunal de l'Union européenne dans quelques semaines, ont retenu les circonstances extraordinaires. Donc, c'était effectivement les deux arrêts en matière de vice caché du 13 juin que tu évoquais, et puis effectivement le fait que les bagages des passagers n'aient pas pu être chargés dans l'aéronef à cause d'un manque de personnel dans l'aéroport. Donc ça, effectivement, c'était des événements sur lesquels le transporteur n'a pas eu la maîtrise effective. Mais la deuxième remarque, c'est donc pour dire, je pense que les circonstances extraordinaires ont encore de beaux jours devant elles, au moins dans le domaine du secteur aérien. Je crois que ta question était très générale, donc je réponds seulement dans le domaine de l'aérien. La deuxième observation, c'est que on croit souvent que si le transporteur aérien démontre l'existence de circonstances extraordinaires, c'est bon, pour lui c'est bon, c'est terminé. Eh ben non. Il faut en plus, effectivement, tu l'as dit Laurent dans ton exposé, ça ne suffit pas à dédouaner le transporteur. Il faut en plus qu'il ait pris les mesures raisonnables pour obvier à ces circonstances extraordinaires. Donc effectivement, c'est le fait de prévoir, comme on dit, un mulet, un avion de rechange dans certains aéroports, donc pas tous, mais si on prend par exemple une compagnie comme Vueling, elle doit pouvoir avoir plusieurs équipages, plusieurs avions en quelque sorte sur le qui-vive, qui seront prêts par exemple à se rendre à Paris pour aller récupérer des passagers qui devaient être acheminés à Florence, par exemple. Et ce qui permettra, il y aura du retard, mais de ne pas dépasser la deadline fatidique des 3 heures. Voilà, donc c'est une manière, me semble-t-il, à laquelle procèdent de plus en plus les compagnies aériennes. Simplement, à l'impossible, nul n'est tenu. Les mesures raisonnables, elles doivent pas mettre en question la santé financière de la compagnie aérienne. Donc ça veut dire, très concrètement, si une compagnie aérienne opère sur 100 aéroports, on va pas mettre 100 avions de rechange, dans tous les aéroports. Ce serait financièrement insupportable. Voilà. Oui, moi, juste une petite remarque. C'est Laurent qui m'y a fait penser. On peut être très critique envers la Cour de justice. Il faut quand même, par honnêteté, remarquer une chose. C'est que sa position n'est pas forcément évidente, parce que en réalité, sur les questions préjudicielles, elle est là pour interpréter des règlements qui, effectivement, sont des textes souvent quand même très courts. Bon. En se demandant comment sa réponse à la question sera maniée par la juridiction nationale. Parce que finalement, souvent, c'est une réponse assez générale, du genre, oui, dans l'absolu, on peut estimer que c'est une circonstance extraordinaire, mais il faudra quand même vérifier que dans le dossier en cause, c'est bien une circonstance extraordinaire qui est bien ceci, cela. Et puis, il y a autre chose, c'est que la Cour de justice, elle ne fait pas de l'autosaisine. Elle est saisie par des juridictions nationales. Et alors, maintenant que j'ai bien tapé sur la Cour de justice, je vais peut-être pouvoir taper sur les juridictions nationales, parce qu'il me semble que dans un certain nombre de cas, les questions préjudicielles, elles ne se justifient pas. Et que c'est un moyen pour les juridictions nationales de se défausser en disant
j'ai pas trop envie de m'embêter à me poser cette question. En plus, c'est du droit des transports, c'est un peu compliqué. Je vais balancer ça à la Cour de justice. Il y en a un exemple, à mon avis, caractéristique en aérien, alors pas sur une application de règlement, mais sur Montréal. C'est cette juridiction nationale slovaque qui avait renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice en lui demandant si, lors d'un exercice d'élitreillage de pompiers ou de forces spéciales en Slovaquie, vous aviez un type des forces spéciales slovaques qui était pendu à un filin d'un hélicoptère, et puis malheureusement il a eu un accident, je crois qu'il est décédé. Est-ce que c'est un passager aérien au sens de la Convention de Montréal ? Je pose la question à mes étudiants de Master 1 et ils me répondent tous que ce n'est pas un passager, ce qui est évident. Donc là, pourquoi la juridiction slovaque se dit « tiens, je vais aller un petit peu plus encombrer la Cour de justice », j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Donc il me semble que par moment aussi, quand même, les juridictions nationales pourraient essayer de réfléchir avant de tout de suite balancer à la Cour de justice. Sur d'autres points, effectivement, la question préjudicielle se justifie. Merci beaucoup. On peut prendre une question dans la salle, si vous le souhaitez. Moi, je suis peut-être une question, mais pour abonder dans le temps, de ce nombre de décisions, d'interprétations innombrables. C'est le texte qui a donné lieu au plus de questions préjudicielles. Et qu'effectivement, on a quand même le sentiment que plus c'est interprété, moins on sait comment l'appliquer en réalité, avec justement, parce qu'il y a à chaque fois ce tempérament de mesures raisonnables avec les deux notions, mesures raisonnables sans sacrifice insupportable, et ça, à la fin, on ne sait jamais ce que ça veut dire. On parlait effectivement de la dernière décision sur les bagages. Quelles mesures, quand on a d'un côté l'événement qui échappe totalement à la maîtrise du transporteur, et à la fois il doit prendre des mesures raisonnables pour l'éviter. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même assez complexe. Il ne pouvait pas, justement. Il ne peut pas l'éviter, mais c'est quand même dans l'arrêt à chaque fois. Il fallait qu'il rachète en fait le prestataire chargé d'acheminer les bagages. Pour autant, mais ça, on pouvait pas exiger ça, mais pour autant, la Cour le redit entre à les chaque lignes, fois. l'arrêt évoque cette possibilité. Et ça donne lieu, évidemment, alors, ça renvoie aux juridictions nationales qui l'interprètent de façon à nouveau complètement différente selon les pays. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir un peu le traitement par des cours de différents tribunaux dans tous les pays de l'Union européenne. C'est totalement différent. Les juridictions françaises sont plutôt assez raisonnables dans leur application, mais on voit des choses quand même beaucoup plus surprenantes dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on veut arriver à une interprétation et une uniformisation, et à la fin, plus on interprète et plus on a de décisions, plus c'est appliqué de façon différente dans les différents pays. Et voilà, mais donc la réforme, une réforme, est-ce que ça va clarifier ou pas? Effectivement, on se pose la question. Et les questions, je rejoins sur le fait que certaines questions pourraient ne pas être posées, comme une des dernières décisions. Est-ce qu'un passager qui n'a pas pris le vol peut être indemnisé pour le retard? C'était quand même intéressant. C'était intéressant de dire que non, il fallait quand même avoir pris le vol pour pouvoir être indemnisé pour le retard. Mais bon, ça va mieux en le disant, mais c'est vrai que c'était étonnant de poser la question. Voilà. Le premier commentaire à ce stade. Écoutez, nous avons un timing qui est raisonnable. Je vous propose donc qu'on fasse une petite pause et qu'on poursuive, pour ceux qui le souhaitent, cette discussion au cours de la pause. Je vous remercie. On peut une dernière fois applaudir les intervenants, s'il vous plaît.